Et autrement, les podcasts des journées de l'économie autrement. Idée numéro 3, la mutualisation. Bonjour, je suis Eva Moisan, journaliste à Alternative économique. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la mutualisation sous toutes ses formes. C'est une idée ancienne, présente dès l'Antiquité. À l'époque, des associations permettaient à leurs membres de cotiser pour créer une réserve commune en cas d'imprévu. Au XIXe siècle, les sociétés de secours mutuels ont vu le jour. Elles offraient un soutien en cas de maladie ou de décès, devenant ainsi les ancêtres des mutuelles modernes. Depuis, ces structures ont évolué, surtout après la création de la sécurité sociale en 1945. Mais l'idée reste la même, mutualiser les ressources et partager les risques. Ce principe dépasse les mutuelles. Il s'applique aussi à des domaines divers comme la gratuité des transports publics ou la sécurité sociale de l'alimentation. 2 exemples qu'on va développer ensemble. Pour en parler, 3 invités. Pascal Michard, président d'AEMA Group et chirurgien. Vanessa Delevoye, responsable de l'innovation urbaine à l'agence Flandre Dunkerque et pilote de l'Observatoire du transport gratuit. Et Bénédicte Bonzi, chercheuse et autrice du livre « La France qui a faim ». Donc pour commencer, je me tourne vers vous, Pascal Michard. En tant que mutualiste, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est pour vous que la mutualisation ? Quelle est la différence avec le mutualisme ? Et en quoi cela peut servir la société très concrètement ? Si vous me demandez en tant qu'assureur ce qu'est la mutualisation, j'aurais tendance à répondre que c'est rassembler ce qui se ressemble. Pour nous, rassembler des risques. Qu'on appelle des risques, je sais pas, c'est des risques de véhicules semblables, de risques d'habitation de même catégorie, etc. Et pourquoi on fait ça en assurance? Puis après, on passera à la définition plus globale, plus générale de la mutualisation. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que le tarif va beaucoup dépendre de l'homogénéité de la population assurée. Et moins il y aura d'écart par rapport à une moyenne, eh bien plus ce tarif qui, pour ceux que ça intéresse, dépend du carré de la variance, eh bien plus ce tarif sera maîtrisé et faible. Donc ça c'est mais tous les assureurs font de la mutualisation, même les non mutualistes. Donc c'est pas spécifique pour nous de la. Donc si on demande à un assureur, il risque, voilà, on risque de ne pas tout à fait, pour certains, de parler de la même chose. Par contre, si on revient à la définition plus générale, plus globale de la mutualisation, alors je pense qu'on en parlera sous différents aspects. Il y a l'aspect historique, vous l'avez évoqué, il y a l'aspect sociologique, philosophique, etc. Mais c'est un mot donc une polysémie, comme on dit, et c'est aussi un mot de la biologie, la mutualisation. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on entend par mutualisation en biologie ? Bien, ce sont des organismes qui coopèrent pour s'adapter à un environnement donné, pour résister à un environnement. L'un fabrique ce que l'autre ne sait pas faire et réciproquement, et ainsi ils s'adaptent et survivent dans un milieu qui évolue, qui peut être plus ou moins favorable ou hostile, et donc c'est ces coopérations en fait qui permettent la survie et la pérennité de ces organismes. Je pense que c'est une notion qui est intéressante, puisqu'on finalement, à un autre degré, on va le retrouver dans ce qu'on appelle, nous, la mutualisation, voire le mutualisme. Mais ce mécanisme fondamental, qui d'ailleurs est présent dans l'évolution, parce que contrairement à ce qu'on entend trop souvent dans le discours dominant, l'évolution, c'est pas la loi du plus fort, c'est la loi du plus apte. Et elle n'est absolument pas contraire ou en contradiction, avec des coopérations. Donc déjà, le discours qui tend à promouvoir la loi du plus fort, au départ, n'est pas scientifiquement fondé. Par contre, et c'est peut-être l'intérêt de cette référence, de cette analogie avec le monde biologique, c'est que par contre les coopérations, elles, ont un substrat et une fondation naturelle. Donc voilà,
la contribution qu'on peut apporter à la définir de cette mutualisation, mais c'est pour dire que c'est une tendance essentielle, en fait. C'est une tendance naturelle. Ça fait partie de la vie. La mutualisation, c'est la vie. Alors, vous me direz qu'il y a aussi la prédation qui fait partie de la vie, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui... rien ne prouve que la prédation soit plus valable que la mutualisation. Et pour survivre, eh bien, la nature nous démontre que la mutualisation est un atout. Donc il y a il y a cette sorte de légitimité finalement à défendre ce mécanisme et en tout cas à trouver son fondement dans la nature. C'est pas simplement un concept humain, c'est une réalité naturelle, la mutualisation. Et je pense que ça concourt à légitimer et à en faire la force du mécanisme. Alors après, il y a le mutualisme, mais qui finalement est l'extrapolation de ça sur un plan plus conceptuel et mais qui au fond répond à la même nécessité, au même mécanisme, qu'on pourrait dire que le mutualisme, c'est de reconnaître l'autre comme un autre soi-même, avec ce sentiment, et pas qu'un sentiment, mais cette notion très rapide, que finalement, il y a une réciprocité entre les acteurs de la relation mutualiste. Il y a cette réciprocité, d'où découle une relation d'égalité, une relation de responsabilité réciproque, et donc très vite, une notion de démocratie, de liberté, d'autonomie, etc. C'est-à-dire qui constitue en quelque sorte le corpus idéologique du mutualisme. Mais ça découle sur un plan primaire de cette observation naturelle que c'est un mécanisme de la vie. Merci beaucoup pour cette excellente introduction. Je me tourne vers vous, Vanessa Delevoye. Pascal Michard a parlé de coopération, de réciprocité. Vous travaillez à Dunkerque, qui fait partie des villes qui ont mis en place la gratuité des transports, comme par exemple Montpellier également. Pourquoi faire ce choix de la gratuité plutôt que de la tarification solidaire ? Alors, c'est une vaste question. Je vais me permettre, Eva, juste avant de vous contextualiser en 1 minute maximum la gratuité des transports en France. Actuellement, il y a 46 territoires qui pratiquent une forme de gratuité que nous, on qualifie la plus poussée, c'est-à-dire à minima pour tous les habitants, donc une gratuité pour tous, ou presque. Ça concerne quand même 2,6 millions de personnes en France actuellement, cette forme-là. Et après, il y a une foultitude de gratuités différentes sur critères d'âge, par exemple, sur critères temporels, uniquement le week-end ou uniquement le mardi, ou que sais-je, c'est extrêmement varié. Donc la gratuité, elle se pratique pour des raisons très variées, dans des contextes très variés et selon des modalités très variées également. Donc Montpellier, c'est la toute dernière agglomération à avoir rejoint le club des 46 villes qui pratiquent cette forme de gratuité la plus totale possible. Et l'année prochaine, on aura une nouvelle agglomération avec des exécutifs de droite et de gauche. Donc ça, c'est assez remarquable, qui se sont entendus sur la question de la gratuité. Donc c'est Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay, donc un regroupement de plusieurs agglomérations, 3 précisément. Ça va faire 650 000 habitants, donc c'est tout à fait important. Donc la gratuité, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'idées reçues et des débats extrêmement passionnés dans le monde des transports. Comme je le disais en riant à Eva, moi très souvent, je suis à des tables de monsieur, je suis la seule femme, et qui m'explique que la gratuité, nous sommes complètement fous. Voilà. Mais comment allez-vous financer ? Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Voilà. Sans cesse. Donc, j'ai extrêmement l'habitude de répondre à ces questions-là. Mais par chance, aujourd'hui, je ne vais pas justifier la gratuité, mais je vais vous en expliquer des effets. Et puis, pour tous ceux que ça intéresse, on a sorti un bouquin avec les chercheurs de notre observatoire des villes du transport gratuit qui s'appelle « La gratuité des transports, une idée payante ?» point d'interrogation. Donc, qui revient sur les principales idées reçues de la gratuité des transports. Donc, si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de creuser. Et sinon, on a un site internet qui met gratuitement à disposition toutes les études qui ont été menées depuis la création en 2019. Voilà. Ceci étant dit, pourquoi choisir la gratuité plutôt que la tarification solidaire ?
Il y a 2 raisons principales, 2 raisons majeures. La première, ça va être que la tarification sociale montre ses limites. C'est une façon de procéder à titre personnel que je trouve merveilleuse. Ça a été un énorme progrès social, la tarification solidaire. Mais aujourd'hui, elle montre ses limites dans plusieurs domaines parce que la vie évolue, parce que les gens évoluent. Voilà, c'est une très belle mesure des années 70-80, mais nous sommes dans les années 2020. Et donc, il faut peut-être pousser plus loin. En tout cas, c'est l'idée de plusieurs des chercheurs de notre observatoire. Donc, je vais vous prendre l'exemple de Dunkerque parce que c'est celui que je maîtrise le mieux et c'est aussi là où on a mené le plus d'études, puisque c'est là qu'on a eu le plus de financement de la collectivité. Et puis, l'ADEME nous a beaucoup aidé, notamment à mener une toute dernière étude sur pourquoi les automobilistes aiment le bus gratuit. C'est notre étude la plus récente, elle est en ligne. Donc, à Dunkerque, avant la gratuité des transports, la tarification sociale était très poussée. Maximum, quelqu'un qui avait très très peu de revenus devait payer 7,20 € par mois pour prendre le bus comme il le voulait. C'est un tarif très bas si on compare à des tarifs sociaux ailleurs, dans d'autres villes. Pourtant, les travailleurs sociaux faisaient remonter une chose, c'est que les personnes qui en avaient le plus besoin n'y avaient pas recours. Donc là, on touche le phénomène de non-recours que tous les travailleurs sociaux connaissent. Les gens qui ont droit au RSA et qui sont dans les situations les plus difficiles ne font pas la demande. Eh bien, c'est les mêmes, plus ou moins, qui ne font pas la demande pour avoir une carte de gratuité, qui ne vont pas justifier de leurs revenus, qui ne font pas la queue, qui ne peuvent pas, vu leurs conditions de vie, anticiper les choses, tout simplement. Donc, ils agissent au coup par coup. Quand ils ont besoin de prendre le bus, soit ils fraudent, c'est une réalité, soit ils payent les tickets à l'unité. Et un ticket à l'unité, plus un ticket à l'unité, plus un ticket à l'unité, on arrive très très vite à des sommes, surtout quand on a une famille, qui sont conséquentes. Par exemple, une famille de 5 enfants, c'est 15 € pour aller faire une sortie au marché. Donc, c'est 15 € de moins dans le panier du marché. Voilà. Donc, très clairement, on avait des remontées en ce sens de la part des travailleurs sociaux. Et puis, il y avait aussi le fait que en France, les employeurs financent 50% de l'abonnement transport en commun, c'est la loi. Mais il y a beaucoup de métiers qui sont exclus de ce type de financement. Et ce sont les plus précaires aussi. Les gens en freelance, vous voyez, tous ces petits boulots qu'on paye à la journée, toutes ces personnes qui en fait sont dans des situations déjà difficiles, qui sont exclues de ce type d'aide. Donc face à ça, la gratuité a été jugée socialement plus juste par les politiques, les élus dunkerquois, que la tarification sociale. Donc voilà pourquoi, quand on nous demande pourquoi n'avez-vous pas fait des tarifs sociaux efficaces plutôt que la gratuité, c'est parce que les tarifs sociaux ne sont jamais totalement efficaces. Ça, c'est la raison numéro 1. Ensuite, il y a une raison numéro 2. C'est que la gratuité, c'est la seule mesure qui constitue un choc psychologique ultra puissant. La gratuité, elle a des super pouvoirs sur nous, les êtres humains, sur la manière dont notre cerveau fonctionne. On touche là au changement de comportement. Pour engager un changement de comportement, il faut soit des années, soit un choc psychologique. Et la gratuité, elle a ce super pouvoir de faire un choc psychologique dans les esprits des gens. Et à Dunkerque, les bus étaient à moitié pleins. Donc, alors on s'imagine parfois que partout en France, les transports sont bondés. C'est absolument pas le cas. Dans la plupart des villes moyennes, les transports ne sont absolument pas bondés et ils sont plutôt à moitié pleins. Et donc, c'était le cas à Dunkerque. Et donc, les bus roulaient très peu remplis, mais coûtant le même prix que roulant tout à fait plein. Donc, en bref, c'était très cher pour faire fonctionner un système de transport assez peu utilisé. Donc, l'enjeu, c'était de remplir ces bus et puis de le remplir de personnes, si possible, tout en rendant un service social. L'enjeu numéro 1, c'était rendre un service social.
Ça a parfaitement réussi dans le sens où on a assisté à un vrai renversement d'image du bus, d'outils, enfin de modes de transport réservés aux précaires, aux cas sociaux. Enfin, vous voyez le type de choses qui peut se dire en ville. On est passé à un bus beaucoup plus désirable et grâce à une campagne de communication qui a été extrêmement efficace et au fait que la gratuité a mis dans les bus des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Et ça sera, je vais juste dire qui est dans le bus et après je conclus. On retrouve monsieur et madame tout le monde, on retrouve des familles, on retrouve des collégiens lycéens, on trouve des cadres aussi. Et on assiste au fait que les bus deviennent des lieux de mixité sociale très intéressant. Une mixité choisie, ce qui est assez rare pour la souligner aujourd'hui, alors qu'on tente désespérément d'instaurer la mixité et que ça ne marche quasiment jamais. Pour travailler dans l'urbanisme, je peux en témoigner. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Bénédicte Bonzi, sur un sujet différent, l'alimentation, mais avec des préoccupations sociales et de changement de comportement, je pense, qui vont sans doute résonner avec ce qu'a dit avant Vanessa Delevoye. Vous défendez la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système et comment ça marche ? Alors d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de ce débat et de permettre en fait qu'on puisse parler de cette fameuse sécurité sociale de l'alimentation sous le chapeau mutualisation. C'est intéressant parce que finalement, je vais vous décrire ce que c'est, mais on peut dire que cette sécurité sociale de l'alimentation, aujourd'hui appelée SSA, elle vient tout d'abord de différentes rencontres et d'un héritage. Au niveau des rencontres, c'était un peu avant 2019, donc plutôt en 2016. Le groupe des CIVAM, les centres d'initiative de valorisation en milieu agricole et rural, se lance dans un projet de recherche-action nommé Accessible. Pour certains qui l'ont vu, on peut voir un peu les résultats de cette recherche dans le documentaire La part des autres. Et finalement, ce projet de recherche, il vient dire quoi ? Eh bien, des producteurs qui ont des façons de produire plutôt vertueuses se rendent compte que les clients qu'ils ont sont pas nécessairement leurs voisins et ce sont pas les habitants des quartiers populaires. Et du coup, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils mangent en fait, ces personnes-là, et comment ils mangent ? Et donc, il va y avoir pendant plusieurs années des rencontres organisées pour mieux comprendre ce que mangent les personnes qui ne viennent pas dans ces fameux marchés de plein vent ou autres lieux de vente directe qui font pas partie du circuit des AMAP, etc. Et de ces rencontres arrivent tout un tas de constats. Je peux pas tous vous les donner, mais en tout cas, on va en avoir deux forts. Le premier, c'est de se dire qu'une politique pour les pauvres est une pauvre politique. Et que du coup, l'aide alimentaire, elle est indispensable aujourd'hui pour répondre à l'urgence, mais c'est scandaleux qu'elle soit devenue le moyen de se nourrir de milliers de personnes. Et que du coup, il faut tout faire pour que la France sorte de cette impasse en appliquant le droit à l'alimentation. Donc ça va être une première conviction forte. Et ensuite, on se rend compte également que le don, il ne peut pas la justice. Et que donc, si on reste dans une politique du don, eh bien, on va de toute façon développer des injustices. Et quand je pense à une politique du don, par extension, je vais même aller englober tout ce qui concerne les aides agricoles. Et donc, le fait de contraindre aussi l'agriculture à donner aux producteurs autre chose que ce qu'ils demandent en donnant l'impression qu'on a répondu à l'enjeu agricole. Et c'est quoi que demandent les producteurs ? Vous le voyez, ça leur demande, ils n'ont pas arrêté de l'adresser. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Ils veulent un prix juste qu'ils puissent fixer eux-mêmes. Et il y a peu de professions où on accepte de travailler 50 à 70 heures par semaine et de voir son revenu chuter parce qu'il dépend en fait d'acteurs économiques qui viennent choisir à votre place. Vous n'avez pas mal travaillé, mais d'un coup, vous allez être moins payé. Et c'est complètement anormal. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet qui se veut en fracture au système alimentaire actuel. C'est pas une énième solution sur une jambe de bois qui va pas marcher. Et à ce titre-là, on se dit qu'un nouveau risque est identifiable, le risque alimentaire. On a produit un système alimentaire en France qui ne nourrit pas bien toute une partie de la population. Alors elle ne nourrit pas du tout ceux qui n'y ont pas accès. Pour une moitié de la population, les gens sont plutôt insatisfaits de ce qu'ils trouvent au supermarché. Donc il y a peu de gens qui peuvent choisir. Et à l'autre bout de la chaîne, ceux qui produisent, ils se suicident.
ils arrêtent, ils abandonnent les fermes quand l'enjeu est pourtant de pouvoir réinstaller en masse. Donc, il fallait penser à un projet fort. Et je vous disais qu'on s'est basé sur un héritage. On a l'héritage de la sécurité sociale en 45, après-guerre, quand c'était vraiment très difficile de penser la reconstruction d'un monde après tout ce qui venait se passer. Mais pourtant, il y a eu ce beau projet des Jours heureux où ils se sont dit on va mettre en commun, et ils se basaient sur toutes les expériences justement de mutuelles qu'il y avait auparavant pour se dire qu'on allait se prémunir en fait de tout un tas de risques. Au départ, l'alimentation faisait partie du projet d'Ambroise Croizat, puis il a été retiré. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on pense que la sécurité sociale de l'alimentation, non seulement elle peut se baser sur ces 3 piliers essentiels de la sécurité sociale tels qu'imaginés en 45, qui sont l'universalité. Je vous ai parlé en fait du fait qu'une politique pour les pauvres était une pauvre politique, c'est ça. Il faut absolument pas avoir à étaler sa misère pour pouvoir manger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de l'aide alimentaire. Quand les Restos du Cœur nous indiquent qu'ils sont obligés de refuser des personnes, vous vous imaginez juste que vous allez voir quelqu'un qui n'est pas habilité à vous recevoir. Ce sont des bénévoles, pas des travailleurs sociaux. Vous allez étaler toute votre détresse et on va vous dire, non, c'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, cet inconfort, il est énorme, et pour le bénévole qui s'est engagé pour venir dire oui, à qui on impose un nouveau rôle, celui de dire non, et pour la personne qui est venue demander. On nous donne plein de chiffres sur l'aide alimentaire. On nous dit un coup que c'est 2 millions, 3 semaines après c'est passé à 5, puis à un moment donné c'est 7. Moi je sais pas exactement comment on peut le calculer. Ce que je sais, c'est qu'il y a 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et que à ce titre-là, quand on vit sous le seuil de pauvreté, évidemment que l'alimentation est une variable d'ajustement, et que à ce titre-là, on va pas avoir accès à une alimentation choisie. Je vous ai parlé brièvement du droit à l'alimentation. Et on a aussi une grosse confusion aujourd'hui en France, c'est de croire que parce qu'on met en place l'aide alimentaire, on répond au droit à l'alimentation. Eh bien, c'est faux. Le droit à l'alimentation, c'est pas juste le fait de venir mettre des calories dans le ventre d'une personne. Le droit à l'alimentation, c'est permettre à cette personne de choisir sa nourriture, d'y avoir accès dans des lieux aussi qui lui conviennent à n'importe quel moment, et de pouvoir, grâce à cette alimentation, avoir une vie psychologique et physique digne. Aujourd'hui, dans le cadre de l'aide alimentaire, on en est loin. Et dans le cadre même de notre propre accès à l'alimentation, quand des fois on est contraint par tout un tas de choses, on n'arrive pas à être en bonne santé. Donc pour toutes ces raisons-là, en 2019, va naître donc de différentes rencontres, le monde paysan, le monde social, le réseau salariat, France Agrista, donc les ingénieurs sans frontières pour la branche agronome, ils vont se dire, voilà, il faut absolument qu'on sorte de cette impasse, pensant à un bon projet qui est celui de la sécurité sociale de l'alimentation. Et finalement, c'est une ligne d'horizon qui nous est donnée. Au début, ça m'apparaissait vraiment comme une utopie, et peut-être que même au début, j'étais pas très convaincue. Et au jour d'aujourd'hui, je suis je sais même pas si le mot vient de la conviction. En tout cas, je suis persuadée que c'est une façon idéale de se réapproprier notre système alimentaire. Je ne sais pas si on va aboutir à une sécurité sociale de l'alimentation. Je sais de la manière dont ça s'organise, et je vais présenter les 2 piliers. Peut-être je m'en arrêterai. Les deux autres piliers, il y en a 3. Je vous ai parlé de l'universalité. Je vois que là, il se passe quelque chose au niveau des territoires, au niveau des habitants, qui est hyper concret. Donc, premier pilier pour une sécurité sociale globale, et donc de l'alimentation également, l'universalité. Le second, c'est le conventionnement. Conventionner de l'alimentation, il faut savoir ce qu'on va mettre sur la table. Au jour d'aujourd'hui, ce sont des experts hautement payés, grassement payés parfois, qui viennent dire ce qu'il va y avoir dans vos assiettes en mettant tout un tas de normes qui vont parfois même enlever le produit du paysan de votre bouche pour y coller en fait des produits qui ont fait le tour du monde. Et particulièrement dans la bouche de nos enfants, il y a la cantine scolaire. Ça fait partie des choses qu'on doit se réapproprier dans nos luttes. Et donc, le conventionnement, ça fait que les personnes se rencontrent et discutent ensemble de cette fameuse table commune. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est un marqueur de classe. On ne mange plus du tout tous la même chose. Et parce qu'on ne mange plus du tout tous la même chose, on a des façons de penser, de voir le monde très différents, et il faut bien arriver à pouvoir s'en parler. Donc, grâce à ce projet, sont mis en place un peu
dans différents lieux de France des conseils locaux de l'alimentation et ils viennent en fait conventionner des produits, des magasins et choisir grâce à une cotisation. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable encore d'utiliser la cotisation comme ça peut être le cas dans la sécurité sociale parce que on n'a pas le droit de le faire. Mais donc il y a des subventions publiques, il y a des aides de fondation qui permettent à environ une trentaine de territoires en France d'expérimenter déjà la mise en œuvre d'une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, donc les 3 piliers qu'il faut bien avoir en tête sur la sécurité sociale et sur la sécurité sociale de l'alimentation qui en est qu'une déclinaison pour retourner dans cette conquête et reconquête d'un droit, c'est l'universalité, la cotisation et le conventionnement. Et donc, c'était sur cette question de cotisation. On peut pas la tester comme on le voudrait aujourd'hui. Et pourtant, c'est important parce que c'est aussi là qu'on va changer le vocabulaire. Vous avez beaucoup parlé de gratuité alors que le transport, il est pas gratuit. En fait, il coûte de l'argent. Et c'est un choix politique de dire, cet argent, il est mis en commun. Et du coup, c'était intéressant parce que vous avez un peu fait un espèce de nœud dans ma tête en disant, ah oui, d'un côté, c'est important moi, je pensais que c'était important de dire que c'est pas gratuit. Et vous l'avez évoqué comme choix psychologique important pour créer ce choc. Et donc, ça pose la question entière de comment on arrive à repenser une société ensemble dans laquelle on ait suffisamment de force et de choses fortes pour que les gens comprennent que beaucoup de choses qui ne sont pas gratuites sont de l'ordre du service public et sont de l'ordre de conquête sociale. Pascal Michard, je me tourne vers vous. Peut-être que vous souhaitez déjà réagir à ce qui a été dit précédemment. Et peut-être vous souhaitez également nous parler du rôle de l'entreprise dans la mutualisation, puisque vous avez écrit un livre, L'entreprise engagée. Et donc, j'aimerais vous demander si, à votre avis, la mutualisation est porteuse d'une nouvelle conception de l'entreprise. Peut-être en introduction rebondir à l'instant sur les propos sur la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que c'est un sujet majeur parce que dans les déterminants de santé, parmi les grands déterminants de santé, il y a l'alimentation. Alors, il n'y a pas que l'alimentation, il y a le logement, il y a les sédentarités, etc. Mais il y a l'alimentation. Et sachant que finalement les causes purement médicales, génétiques ou assimilées, ne représentent en réalité que 10 à 20% des pathologies, mais que tout le reste est induit par nos modes de vie. Et donc s'attaquer au sujet de l'alimentation, c'est répondre aux enjeux de santé publique et aussi aux enjeux de financement de la protection sociale, etc. Donc de la sécurité sociale tout court à la sécurité sociale de l'alimentation, il y a une continuité, il y a une logique. Et si je dis ça, c'est que finalement, oui, l'ouvrage auquel vous faites référence est parti un petit peu du constat que notre société traverse un certain nombre de crises, fait face à des transitions, à des enjeux, qu'on accuse à juste titre souvent le monde économique d'en être la cause, mais l'entreprise, par son rôle central dans la société, doit être aussi la solution. En tout cas, elle doit jouer un rôle de solution en se mettant effectivement dans un rôle, pour en revenir au principe mutualiste que j'évoquais tout à l'heure, dans un rôle où elle est en interaction, elle assume son interaction avec la société dont elle bénéficie. Quand on recrute des salariés formés, c'est pas l'entreprise qui les a formés, c'est bien la société, etc., ou l'énergie, etc. Bref, il y a des interactions avec cette société, et donc il y a une sorte de mutualisation finalement qui se joue, mais encore faut-il que l'entreprise assume ce rôle dans la société, ses responsabilités dans la société, et donc qu'elle soit aussi une partie de la solution. Sinon, la solution, pas seule, mais en tout cas une partie de la solution, et qu'elle y contribue. Et là, effectivement, son panel de responsabilités va largement au-delà de ce qu'elle produit, que ce soit des biens ou des services. Ça en fait partie, mais aussi elle conditionne l'aménagement du territoire, elle conditionne aussi la relation sociale. C'est un lieu de sociabilité, en tout cas potentiellement l'entreprise peut être un lieu de sociabilité, un lieu d'intégration, etc., un lieu d'inclusion.
un lieu d'égalité aussi, de parité. Bref, l'entreprise ne transforme pas la société que par sa production directe, mais elle peut la transformer aussi par la manière dont elle s'organise elle-même. D'où, bien sûr, le rôle majeur que peuvent jouer les entreprises de l'économie sociale et solidaire, monde mutualiste en particulier, mais plus globalement l'économie sociale et solidaire, parce que justement, nativement, par la conscience de cette interaction avec la société, ce qu'on appelle les parties prenantes, et sa responsabilité, eh bien, elle assume ces différentes fonctions, et en tout cas, elle s'organise, alors, même si beaucoup de choses sont perfectibles, mais en tout cas, elle a la conscience de cela, et elle s'organise pour jouer ce rôle, et finalement, à contribuer à ce que j'appelais tout à l'heure ces échanges réciproquement bénéfiques. Voilà, c'est pas une relation à sens unique d'une entreprise qui vit ou dépend de la société, ça c'est le parasitisme. Et nous concevons la relation avec la société sous une forme de mutualisme, c'est-à-dire de ces échanges qui profitent finalement aux deux, où on les potentialise, si bien que finalement le mutualisme, c'est pas, je dirais que c'est pas un choix, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, si on veut résoudre ou apporter des solutions aux défis qui se posent à notre société, je pense que personne seul a la solution, pas même les pouvoirs publics, surtout quand ils sont un peu désargentés, mais c'est tous ensemble qu'on peut apporter chacun une part de la solution. Et dans cet ensemble-là, le rôle des entreprises est absolument central et majeur. Vanessa Delevoye, je me tourne vers vous. On a parlé beaucoup là de solidarité, de sociabilité. La gratuité des transports en commun, ça correspond en quelque sorte à la mise en place d'un nouveau service public des transports, comme avant celui de la santé ou de l'éducation. Pourquoi cette mutualisation, cette solidarité est aussi cruciale aujourd'hui quand on parle des transports? Je pense notamment à la nécessité d'inclure toute la population dans la transition écologique. Alors, je vais commencer par répondre à Bénédicte en lui disant qu'elle a tout à fait raison, que la gratuité n'est pas le mot adéquat, mais c'est le mot que tout le monde comprend et c'est pour cette raison que je l'utilise tout simplement. Et aussi, je l'utilise parce que on est un peu entre nous, j'ai envie de dire, et je suis pas face à une salle hostile qui va me hurler que la gratuité, ça n'existe pas. Donc voilà, tout simplement. Mais après, je suis d'accord sur le constat. La gratuité, c'est bien une politique publique et un choix politique avant tout, un choix d'affectation du budget. On l'affecte là au lieu de l'affecter ailleurs. Voilà. Et ça, c'est comme ça que ça peut marcher. Sinon, les transports en commun, c'est à la fois un nouveau et un ancien service public, puisque les transports en commun ont toujours relevé de la catégorie service public. Actuellement, en France, les transports en commun sont financés avec les impôts. Sans impôts, il n'y a pas de service de transport en commun actuellement en France. Il faut savoir que en termes de fonctionnement, le meilleur résultat observable, c'est Paris et Lyon qui arrivent très péniblement à 35, 40, mais les 40, on n'y croit pas trop, 35% de financement de leur budget de fonctionnement grâce à la billetterie. Ce qui veut dire que la majorité du budget fonctionnement, il est bien issu des impôts. Quant au budget investissement, c'est 100% issu des impôts. Donc, les gens ne le savent pas. Le grand public ignore ce fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis contre la gratuité car il est hors de question que mes impôts la financent. » Mais vos impôts, monsieur ou madame, qui me dites parfois ça en débat, financent déjà les transports en commun que vous ne prenez pas. C'est un fait, c'est comme ça. Donc, ceci étant dit, je poursuivrai en affirmant que la gratuité, c'est une politique publique éminemment sociale, parce que c'est son premier objectif, et puis de plus en plus écologique, pour rebondir sur votre question, Eva. Alors, pourquoi d'abord sociale? Parce que c'est en général dans ce but qu'elle est mise en place. La plupart des élus qui font la gratuité des transports parlent de politique sociale. Voilà, il y a d'autres raisons, elles sont extrêmement nombreuses, mais je ne vais pas m'étendre là. Et à l'Observatoire des villes du transport gratuit, on a mené 2 grandes enquêtes qualitatives. Donc, on a énormément de verbatim d'habitants qui nous disent
pourquoi la gratuité change leur vie du quotidien. Donc, il y a ceux qui nous parlent de l'emploi. Ils se rendent au travail, mais surtout, ça leur permet de chercher un emploi. Ça, c'est la raison numéro 1. Beaucoup de remerciements des gens pour ça, pour cette politique qui répond à une problématique du quotidien dans tous les témoignages qu'on a réceptionnés. Remerciements pour ne plus être stigmatisés pour leur pauvreté, c'est-à-dire devoir faire la queue pour avoir une carte de gratuité, une carte de tarif réduit, etc. Donc, merci, on est enfin considérés comme les autres. Ça, c'est dans les verbatims des plus pauvres. Après aussi, on a des gens qui nous remercient pour leur nouvelle vie sociale ou leur vie sociale recouvrée. Alors moi, j'ai vraiment en tête des témoignages qui m'ont personnellement beaucoup marqué. Je me souviens d'une femme qui habite Grande-Synthe, c'est une commune tout près de Dunkerque, qui dit « Je vois enfin aussi souvent que je le veux ma cousine, que j'adore. » Et je la voyais une fois par mois parce qu'on pouvait se payer le ticket une fois par mois pour aller se voir. Donc on se voit autant qu'on veut maintenant. Voilà, ça c'est le genre de témoignage qu'on a. Une femme de ménage aussi qui dit moi avant je rentrais du travail à pied. Je suis femme de ménage à la mairie, j'habite à 5-10 minutes à pied. Bon, c'était pas l'horreur, hein, je le faisais. Mais depuis que le bus est gratuit, je marche plus. Et moi qui toute la soirée ou très tôt le matin piétine, enfin ce sont des femmes qui sont usées physiquement, hein, de toute façon les femmes de ménage. J'ai gagné du confort. Merci pour ces 10 minutes dans la chaleur du bus qui conclut ma journée de travail. Donc ça, c'est un des témoignages que je cite toujours parce que la dame qui nous l'a livré était vraiment très émouvante. Voilà. Après, je peux citer tous ces jeunes qui se retrouvent en ville pour boire un café, pour avoir des pratiques de sociabilité. Avant, il fallait demander à papa, maman, il fallait demander donne-moi l'argent pour le ticket de bus. Là, maintenant, on se retrouve tous sur la place, on va s'acheter un cookie. Voilà, en plus, ça fait la redynamisation commerciale, elle est aussi au centre des raisons pour lesquelles on rend un réseau de bus gratuit. Hein. Je vais pas m'étendre, c'est pas le sujet, mais ça en fait partie. Et puis les personnes âgées qui sont parmi les grandes bénéficiaires du dispositif, notamment celles qui se sentaient seules, puisqu'il y a des pratiques un peu... je retrouve mes copains du bus, mon groupe du bus, voilà, on se fait des amis, on va voir des expos, tout ça. Alors ça paraît un peu bisounours, hein, mais c'est vraiment ce qui est remonté de nos expériences. Donc c'est assez beau, c'est des choses positives issues d'une politique publique comme on en voit peu souvent, je pense. Et puis dans les bus gratuits, on trouve des automobilistes. Et là, on touche à cette préoccupation environnementale que vous évoquez dans votre question, Eva. Donc, c'était pas le but numéro 1 de la mise en place à Dunkerque de la gratuité. Ça fait partie des buts avoués de Montpellier qui est passé à la gratuité en fin d'année dernière, en décembre l'année dernière. Ça doit faire bientôt 1 an, je pense. Là, le maire vraiment avait dit réconcilier l'écologie et les classes populaires en rendant le bus gratuit, le tram gratuit. Enfin voilà, c'était vraiment un objectif de la gratuité à Montpellier. Dunkerque, la gratuité est plus ancienne et c'est vrai que c'était vraiment axé sur le social, mais maintenant on se rend compte que ça a des effets sur la planète dans le sens où les bus gratuits, n'en déplaise aux détracteurs de ce type de politique publique, sont remplis d'automobilistes. Voilà. Donc des gens qui ont des voitures, n'ont pas arrêté de rouler en voiture, mais pour certains trajets, privilégient le bus, soit pour aller travailler, soit pour aller au marché, parce que c'est pratique, parce que ça va plus vite, parce que c'est agréable, pour X raisons. Donc le bus gratuit, ça donne un choix supplémentaire dans le panel de choix de mobilité des habitants. Et ça permet très efficacement d'inclure le bus de sanctuariser le bus pour certaines pratiques. Donc, comme je l'ai dit, certains ne vont travailler qu'en bus. Mais le week-end, ils font en voiture. D'autres, c'est l'inverse. Le bus, c'est mon repos du week-end. Je laisse la voiture au garage. Voilà. Moi, c'est exactement ce que je fais. Par exemple, le week-end, je ne prends jamais ma voiture. Voilà. Donc, par contre, il m'arrive d'aller travailler en voiture la semaine s'il fait pas beau, pour X raisons pratiques. Donc, voilà. Donc, forcément, sur les routes, il y a moins de voitures à Dunkerque et la municipalité, en tout cas la communauté urbaine de Dunkerque, on a profité pour réduire la place de la voiture dans les villes.
tout en ne le disant absolument pas. Alors ça, c'est vrai que c'est pas voilà. Il y a moins de place pour les voitures, mais il y a pas une communication effrénée sur le fait que la place des voitures est réduite. Et puis il y a des petites plaintes de Dunkerquois qui trouvent qu'on roule mal à Dunkerque, qu'on roule plus comme avant. Enfin, c'était vraiment mieux avant. On connaît tous le refrain. Et donc on leur dit bah oui, mais il y a le bus gratuit. Et c'est vrai que c'est compliqué de répondre. Pour moi, ça marche pas. Le bus gratuit, il est couplé à un réseau efficace, qui est la garantie de son succès, c'est-à-dire que les cadencements sont efficaces, ça veut dire que les bus passent souvent, il y a des lignes chrono, et le réseau dessert les bonnes zones, évidemment. Ça dessert les lieux où les gens veulent aller, ça répond aux besoins. Et c'est l'originalité du projet Dunkerquois que d'avoir fait un nouveau réseau de bus, à la fois gratuit et complètement repensé, en même temps. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a de tels résultats de fréquentation. On en est à plus 135% en plus de 5 ans. Ce qui est très, très important. Voilà. Je poursuivrai avec peut-être ma prochaine intervention. Bénédicte Ponty, je me tourne vers vous. Je suppose que ce que vient d'évoquer Vanessa Delevoye sur les questions d'égalité et de transition écologique résonne avec les expériences de sécurité sociale de l'alimentation que vous suivez. Est-ce que peut-être vous pouvez nous détailler un peu ces expérimentations, nous donner quelques exemples et nous dire combien ça coûterait de mettre en place un tel système et d'évoquer évidemment ses bénéfices également? Des expérimentations, il y en a dans différents territoires en France. La plus emblématique, c'est celle de Montpellier, parce que ça fait donc 2 ans qu'ils font des transferts monétaires, 2 ans qu'ils ont formé des personnes qui ont pu choisir donc en connaissance de cause. Parce que cette question de mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, elle est évidemment couplée par une reprise en main de la démocratie. On parle beaucoup de démocratie alimentaire, mais au final, on a peur de parler, nous, de démocratie alimentaire parce qu'on veut la démocratie partout, de la démocratie tout court, et on se dit juste que la démocratie rentre par la porte de l'alimentation parce que tout le monde mange, et on voudrait que tout le monde mange plusieurs fois par jour, et que donc c'est un bon moyen de le faire. Ce bon moyen de le faire, il nécessiterait, et en tout cas le choix qui est fait, c'est de permettre à chaque personne de recevoir 150 € par mois dédiés à cette alimentation choisie en connaissance de cause. Quand on dit personne, on pense à toutes les personnes qui vivent sur le territoire français. On a souvent cette question. Oui, ça s'adresse aussi aux personnes qui n'auraient pas de papier, parce que le droit à l'alimentation, il va pas dire toi t'as telle couleur ou tu viens de tel pays et donc t'as pas ce droit-là. C'est un droit universel. Et ça, c'est extrêmement important de penser cette universalité jusque-là. Donc 150 € par mois par personne, ça représente un budget de 120 milliards. Moi, je peux pas vous dire ce que ça représente parce que à partir du moment où on passe les 100 000 et quelques euros, je sais plus où on en est, je sais plus compter. Ce que je sais, en fait, c'est que ça, c'est possible et que c'est un choix politique qui peut être fait. Ce que je sais, c'est que récemment, il y a eu une étude qui est sortie par le Secours catholique, le réseau Civam, Solidarité Paysans et l'Association nationale de lutte contre le diabète, qui chiffre à plusieurs milliards les dépenses en fait liées juste au fait d'avoir une mauvaise alimentation. Ça s'appelle l'injuste prix de notre alimentation. Donc on le paye déjà de plusieurs milliards par an. Donc c'est aussi un choix politique qui est tourné vers l'avenir, qui vient dire en fait, mais on parle de ces prix, mais si on réfléchit à long terme, ça coûte même pas du tout cher d'assurer un avenir à nos enfants. Quel est le coût de la vie? Finalement, c'est de ça dont il s'agit. Et est-ce qu'on investit là-dedans? Et là, ce projet-là, c'est vraiment de se dire, on va investir là-dedans. On va investir dans un choix qui nous permet de transformer notre paysage. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'agriculteurs, pour produire une alimentation de qualité pour tout le monde. On en a 380 000, et pour avoir une nourriture choisie qui correspond aux critères des différentes expérimentations, alors souvent les critères c'est plutôt local, sans pesticides, il y a la saisonnalité qui est respectée, le bon traitement des personnes qu'elles produisent ou qu'elles revendent les produits. Donc tous ces critères-là, il nous faut installer à peu près 1,5 million
paysans. Donc vous voyez, on a un gisier d'emplois important. Certainement que ça nécessite aussi de penser différemment le travail. Est-ce qu'on produit un peu et on fait autre chose à côté? Donc en tout cas, ce projet, il est couplé avec l'idée de pouvoir énormément cultiver et énormément changer notre façon de penser l'alimentation. C'est-à-dire que on a été dans le système alimentaire aujourd'hui complètement coupé de comment c'est produit. Et on a toujours cette réflexion en voyant certains prix sur les étals de dire c'est trop cher. Alors que la réalité, c'est pas nécessairement que ce soit trop cher, c'est que la personne qui a travaillé pour pouvoir produire ce poireau, cette tomate, etc., ça a nécessité du temps. La personne qui a ramassé, par exemple, les haricots, ça nécessite du temps. Et que du coup, pour toutes ces raisons-là, une fois que je sais le temps que ça prend, eh ben j'accepte. Là aussi, c'est peut-être aussi un électrochoc et peut-être l'électrochoc qu'il y a, c'est certaines personnes dans les comités citoyens qui choisissent finalement poser cette question au départ en disant oui mais moi vous mettez en place ce système là, mais si avec ce système vous conventionnez des produits où le poireau il va être à 3,40 € le kilo alors que moi je peux l'avoir à 1,40 € ailleurs, c'est pas très intéressant pour moi. Et puis finalement, au fil des séances, après avoir entendu le témoignage de producteurs, on réfléchit plus pareil. On se dit plus, je veux du poireau à 1,40 €. On se dit, ah ouais, non, en fait, le poireau à 1,40 €, il y a encore de l'esclavagisme dedans. Donc, c'est plus soutenable. Donc, il y a toutes ces réflexions qui tournent autour de la fixation de la valeur, du prix, de cette réappropriation des connaissances nécessaires sur notre alimentation pour se dire une alimentation de qualité, ça coûte tant et du coup c'est un coup de pouce de fixer que 150 € par personne et par mois permettent d'y répondre. Après pour certains 150 € par personne et par mois, c'est pas assez. Pour d'autres, c'est beaucoup plus que ce qu'elles ont à l'heure actuelle. Et donc, c'est aussi un point de départ pour mettre la main dans le système et essayer de voir comment mieux le faire fonctionner. Pour rebondir sur l'intervention précédente, c'est vrai que ce projet-là, il y a toute une tension aussi par rapport au modèle capitaliste. Et le fait de se dire aussi, aujourd'hui, ce qui va mal dans notre système alimentaire, c'est cette économie de marché et donc on doit sortir une partie de l'alimentation du marché, comme c'est fait pour la santé. Et ça, c'est très très fort. On se prémunit de ce risque-là parce qu'on fait ce choix collectif de sortir une partie de l'alimentation du marché. On vient pas dire que le reste ne doit pas être sur le marché, mais on vient dire que ces produits-là, ils seront pas conventionnés et libres à chacun de les acheter ou pas. Vanessa Delevoye, vous vouliez parler de ce projet que porte l'agglomération de Dunkerque, d'un réseau de transport gratuit pour desservir la zone industrielle portuaire. Pourquoi ce choix ? Exactement. Je vous ai proposé d'en parler parce que je trouvais que c'était une expérience intéressante. Souvent, on reproche aux transports en commun de ne pas aller au plus près des zones où se trouvent les usines, qui sont souvent excentrées. Et c'est le cas de la zone industrielle portuaire de Dunkerque, qui est en fait à cheval sur plusieurs communes, mais par communauté, je vais l'appeler comme ça. Donc actuellement, cette zone, elle est immense, vous en doutez bien. Tout ce qui touche au monde portuaire est extrêmement vaste. Donc, ce sont des grosses usines sur des grosses parcelles. On a ArcelorMittal, qui est le plus gros pollueur de France. On a, producteur de CO2, je devrais peut-être dire. On a une centrale nucléaire, bref, des tas de sites Céveso. Et jusqu'à présent, pour aller travailler sur ces zones, qui sont de très gros employeurs, il fallait absolument avoir une voiture. Il est tout à fait impossible de se rendre là-bas sans voiture. Donc, peut-être vous en avez entendu parler, on a des usines de gigabatteries qui vont s'implanter. Donc, on a 20 000 emplois d'annoncés d'ici à 2030 sur cette zone industrielle portuaire. Et un deal a été fait avec les usines qu'elles n'aient pas de parking. Alors, des usines sans parking, ça nécessite un réseau de transport en commun. Donc, moi, je suis dans l'équipe projet qui est en train d'imaginer ce futur réseau de transport en commun qui va desservir les usines à des horaires tout à fait atypiques, vous vous en doutez. Ce sont des horaires postés, ce sont des ouvriers qui travaillent dans ces usines. Il y a des cadres, mais c'est absolument pas la majorité. 90% des emplois sont des emplois ouvriers. Donc, c'est un vrai pari et je voulais juste vous dire que c'était
c'était fait pour 2 raisons, puisqu'on me dit pourquoi vous avez cette drôle d'idée de vouloir faire des usines sans parking et d'inciter les gens à ne plus prendre leur voiture. Donc évidemment, vous vous en doutez, un souci écologique. C'est évidemment une industrie décarbonée qui est en train de se bâtir à Dunkerque. En tout cas, c'est l'ambition affichée. Et aussi, il y a une raison beaucoup plus pragmatique, éviter les embouteillages, puisque 50 000 personnes qui se rendent dans un même endroit le matin pour aller travailler, vous vous doutez bien qu'il y a des petits problèmes de congestion. Donc, on a expliqué aux entrepreneurs que s'ils voulaient que des camions arrivent jusqu'à leurs usines et en sortent pour partir en mer, il fallait quand même fluidifier tout ça et avoir le minimum de voitures individuelles. Donc, haro sur la voiture individuelle. Et puis aussi, une raison qui est plus politique et qui est celle que les élus communiquent le plus, c'est favoriser l'emploi. Et l'emploi pour tous, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de permis, les gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter une voiture, les personnes qui ont des handicaps qui rendent impossible la pratique de la voiture individuelle. Il faut savoir qu'en France, 25% des gens ont déjà refusé un emploi parce qu'ils n'en avaient pas les moyens de s'y rendre. Ils avaient un problème de mobilité. Donc, c'est sur la base de ces chiffres-là, puisque ces usines doivent recruter massivement, on doit ouvrir le champ des recrutements à des gens pour lesquels la voiture ne sera jamais possible pour X raisons. Et voilà, donc c'est aussi un choix social qui est fait là. Alors, je rentrerai pas davantage dans les détails, mais sachez que c'est très compliqué. Voilà, j'en dirai pas plus. Bénédicte Bonzi, vous souhaitez peut-être réagir sur ce qu'a dit Vanessa Delevoye. Sinon, je pensais également à vous demander, puisque quand on parlait de la sécurité sociale de l'alimentation, vous insistiez sur le fait que ce n'était pas une idée nouvelle, même si elle proposait un changement de société majeur, mais qu'elle s'inscrivait dans une histoire très longue. Peut-être que vous souhaitez revenir également sur ce point que vous avez déjà un peu abordé tout à l'heure. Oui, et puis le refaire en se rappelant que, en fait, en sortant de la guerre, il y a eu aussi ce projet de devoir réarmer l'agriculture pour produire en masse. Et en fin de compte, quand on choisit ce mode d'armement en fait de l'agriculture, il n'est pas du tout neutre. Et on se rend compte que on est rentré aussi dans une forme de pacification de l'État ou du choix alimentaire, dans le sens où on n'est pas arrivé dans la mise en place d'une réelle paix et d'une réelle justice. On est entré dans une période où en fait on est toujours dans ces mêmes tensions, où finalement cette guerre ou cette tension s'est reportée en fait sur différentes choses. Et finalement, le redire comme ça, c'est aussi comprendre que on ressent en fait cette pression et que du coup, il y a beaucoup d'organisations qui se mettent en lutte, que ce soit des luttes paysannes, que ce soit des luttes pour l'environnement, que ce soit des luttes contre la pauvreté, et que au lieu dans cette histoire commune, il faut plutôt penser aussi à la manière dont ces différents acteurs sont en résistance au même problème. Et un problème qui a été construit par le fait d'avoir une agriculture qui soit hyper industrialisée, qui utilise toute la chimie qu'on n'avait pas utilisée pendant la guerre, etc. Je fais évidemment des raccourcis un peu volontaires. J'essaye de produire le choc nécessaire à la prise de conscience. Mais voilà, en fait, on n'était pas, enfin, comment le dire, on est rentré aussi en guerre contre nous-mêmes. Et c'est important de se dire qu'à travers la sécurité sociale de l'alimentation, c'est l'inverse. On essaye d'être dans une conquête de la paix, mais la paix du juste. Pas celle qui finalement va être organisée par les quelques-uns qui ont gagné la guerre et qui du coup vont décider comment les autres doivent se comporter et ce qu'ils devraient consommer. Pascal Michard, peut-être vous souhaitez réagir vous aussi sur ce qu'ont dit Vanessa Delevoye et Bénédicte Bonzi, et peut-être sur ces exemples de mutualisation et de solidarité. Est-ce que ça montre, selon vous, à quel point la notion de mutualisation est encore vivante aujourd'hui? Et on en parlait tout à l'heure, on peut se demander si, au final, la mutualisation n'est pas le modèle central. On nous accuse parfois d'être le modèle alternatif, mais est-ce que ce serait pas ça le modèle central, finalement? Sur les sujets abordés par mes collègues en tribune, tout à l'heure, j'ai rebondi sur la sécurité sociale alimentaire. Peut-être juste un petit rebond sur les transports, justement. Tout à l'heure, quand je parlais des principes du mutualisme, il y a parmi eux, il y a le
principe d'autonomie des sujets et être capable de rencontrer, et vous avez donné des exemples, être capable de rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer, aller voir sa famille, ses amis, bref, avoir cette liberté de déplacement, ça fait aussi partie complètement des principes et des valeurs, non seulement du mutualisme, mais plus largement de l'économie sociale et solidaire. Donc tout ça est très cohérent. Le transport, la capacité à pouvoir se déplacer quand on veut, comme on veut, ça, c'est un moyen d'autonomie et de liberté, et qui implique bien d'autres aspects qu'ils soient affectifs ou professionnels. Alors oui, il y a cette question qu'on entend parfois sur est-ce que c'est moderne, le mutualisme, est-ce que c'est une économie alternative, etc. Bref, il y a toujours ce procès parfois un petit peu sous-entendu en légitimité quelque part. Ou est-ce que c'est pas une vieille lune qu'on nous ressort, etc. Moi, j'ai envie d'inverser la question. Démontrez-moi que la main invisible existe. Démontrez-moi que le ruissellement existe. Ce sont des mythes et largement des impostures auxquelles on veut nous faire croire depuis une quarantaine d'années. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas d'arguments. Il y a par contre des arguments alors biologiques sur les bienfaits et la pertinence des réciprocités. Il y a aussi ne serait-ce qu'en matière de santé, des preuves sociologiques, et par exemple la sécurité sociale. Alors, allons dans d'autres pays où ce système n'existe pas, et je pense que les gens ne vivent quand même pas de la même façon. Donc, il y a un système qui a fait ses preuves, qui a fait sa démonstration, et donc en fait, que ce soit la modernité ou la légitimité ou le caractère central, comme vous le dites, du modèle, je crois qu'il n'est pas à démontrer. Dans le propos d'ouverture, vous avez cité des exemples qui, si j'ai bien entendu, remontent aux Égyptiens de l'ancien temps. C'est dire, encore une fois, que c'est pas une conception nouvelle, mais puisque ça fait partie de l'être, en réalité. Nous sommes pas des êtres solitaires, nous sommes des êtres solidaires par nature. Et donc, forcément, toutes les organisations sociales qui vont découler de ce principe fondamental sont légitimes. Et tout à l'heure, on parlait de l'entreprise. Alors, c'est vrai pour l'individu, mais c'est vrai aussi pour les collectifs d'individus qu'est une entreprise. Et justement, on retrouve ces mêmes notions de solidarité, de réciprocité. Chez Emma, nous avons créé un observatoire, justement pour observer la société. Et donc, se dire, mais à partir de là, qu'attend la société de nous, en tout cas? Qu'est-ce qu'on peut donner à la société, ou dans quelle mesure on peut contribuer à résoudre les problématiques de la société? C'est cette réciprocité et cette notion aussi de solidarité réciproque, certes entre les individus quand on parle de mutualisme, mais aussi de l'entreprise, sens large, et particulièrement l'entreprise d'économie sociale et solidaire avec la société. Mais ça répond à ce même mécanisme qui permet, pour le coup, de faire société, un pour tous, tous pour un, d'avoir cette cohérence, cette cohésion sociale, et non pas les uns pour les autres, les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres. Donc, la légitimité du modèle, elle est là. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut refuser ce genre de débat. Est-ce qu'on est ancien? Est-ce qu'on est moderne? C'est sans valeur. On est permanent parce qu'on est essentiel. Par contre, d'autres systèmes, on peut se demander effectivement, est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce qu'ils sont utiles? Ça les empêche pas d'être peut-être immédiatement efficaces, mais est-ce qu'ils sont capables de s'inscrire dans une durée et dans une dans une réponse globale et dans un équilibre global, qu'il s'agisse d'un équilibre social ou d'un équilibre écologique. Donc je pense, oui, pour répondre à la question, que ce qu'on propose, que ce soit le mutualisme ou plus globalement l'économie sociale et solidaire, nous sommes éminemment moderne et nécessaire à la société.
on vous laisse maintenant la parole. Pour ceux et celles qui auraient des questions, n'hésitez pas à vous signaler. Vous pouvez parler dans vos petits micros. Oui, monsieur tout au fond. Monsieur tout au fond s'appelle Daniel Lenoir, militant de la sécurité sociale. Je vais me définir comme ça. J'ai trouvé intéressant d'aborder la question de la mutualisation sur ce que j'appelle un peu les nouvelles frontières, c'est-à-dire l'alimentation et les transports. Alors c'est intéressant parce que c'est pas des sujets couverts ni par les mutuelles ni par la sécurité sociale. Il y a eu dans le passé des mutualisations sur les sujets des transports ou des canaux. Et puis c'est intéressant aussi parce que ça rejoint des préoccupations qui sont pas seulement sociales mais aussi environnementales. Et derrière ça, il y a aussi la question de la gestion des communs qui est posée par Elinor Ostrom dans ses travaux. Alors, c'est une question, une réflexion. C'est un peu les nouvelles frontières parce que l'une et l'autre, vous avez parlé de la sécurité sociale plus que de la mutualisation, parce que c'est un peu les nouvelles frontières de la sécurité sociale. Il y a quand même une différence essentielle entre la sécurité sociale et les mutuelles, c'est que la sécurité sociale, elle est obligatoire. Et d'ailleurs, dans les exemples que vous avez pris, on est sur un principe d'obligation, c'est-à-dire d'obligation. Et j'ai oublié, Bénédicte Bonzi a rappelé que dans les 3 principes, bon, il y en a d'autres, mais il y avait le principe de la cotisation, de la contribution. La contribution dans la sécurité sociale est obligatoire, ce qui n'est pas le cas dans les mutuelles modulo quelques agréments, puisqu'elle est volontaire. Et je pense que ça pose une question que j'abordais dans le débat que j'animais ce matin, qui est celle du consentement à la solidarité. C'est-à-dire, c'est pas les milliards qu'on annonce qui sont importants, c'est jusqu'où les gens sont prêts à mettre en partage, mais de façon obligatoire. Donc, ça nécessite des décisions démocratiques de façon obligatoire. Ces ressources, les mettre en commun. Effectivement, ils n'ont pas conscience la plupart du temps qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en commun. Ils ont l'impression de payer beaucoup pour d'autres qu'eux. En fait, ils payent aussi pour eux. Et c'est ce que j'appelle, moi, le consentement à la solidarité. C'est beaucoup plus large que le consentement à l'impôt. Donc, c'est un peu ma question générale sur comment développer sur ces nouvelles frontières de la sécurité sociale, mais aussi sur les anciennes, parce que le problème se pose aussi, ce consentement à la solidarité. Merci. Sur le consentement à la solidarité, donc je sais pas, je pense que peut-être ça s'adressait à vous deux. Bénédicte Bonzi, vous souhaitez répondre? Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Ça permet en effet de revenir sur plusieurs points. Je pense aujourd'hui que les expérimentations qui ont lieu, elles nous aident à penser la sortie de l'individualisme. Parce que au final, on en faisait le constat finalement en parlant du vocabulaire et du fait que ce soit compliqué de dire aux personnes en fait que quelqu'un paie et que c'est du service public. On a tout ça en fait à reconquérir ou comment on va réintéresser quelqu'un à un projet de société où en effet son argent peut être utilisé à des choses utiles et il peut le désigner. Alors finalement, on se rend compte que beaucoup de personnes sont OK de faire des dons incroyables à la fin de l'année pour avoir une déduction fiscale, mais pouvoir se dire que au cours de l'année, on va participer à un projet de société cohérente, ça paraît plus compliqué. Donc on a beaucoup en fait à reconstruire en termes de cohésion sociale. J'ai pas la réponse, c'est pour ça que je crois qu'on a vraiment besoin des expérimentations. Je crois que c'est vraiment dans le faire ensemble qu'on arrive à se rendre compte que finalement cet argent qu'on amasse, si à côté celui à qui je parlais pas hier, mais finalement maintenant je me retrouve à côté de lui pendant les conseils locaux de l'alimentation et lui en fait il a quasiment rien à manger et moi en fait je prenais l'avion tous les week-ends pour partir à droite à gauche, peut-être que ça fait sens de revoir ma façon de dépenser mon argent. Mais tout ça, en fait, c'est, pour moi, ça, c'est en train de s'expérimenter et de se vivre. Mais c'est en effet une des, je pense, la plus grosse des difficultés qu'on a à transformer le modèle social et finalement aussi dans un moment politique où c'est extrêmement tendu, où tout est utilisé pour dire une chose et son contraire. C'est comment on refait un projet de société, à nous tous de le vivre ensemble, quoi.
Pascal Michard, vous voulez dire un mot sur les transports et... Brièvement, parce que tout à l'heure je l'ai pas évoqué, mais c'est à la fois la question et puis l'intervention qui m'y fait penser. Quand j'évoquais tout à l'heure, par exemple, les réponses ou les propositions qu'on peut faire à la société, par exemple, c'est Massif qui travaille sur un projet de navette autonome, surtout en milieu rural. Alors c'est une réponse possible à l'isolement et aux difficultés de transport en milieu rural. Et pourquoi pas faire en sorte que cette navette, à défaut d'être gratuite, soit non payante. Voilà. Mais c'est aussi comme ça que, en dehors du champ de métier d'origine, on contribue aussi à faire société. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Oui, je vais rebondir sur ce que dit Pascal sur la ruralité. Bon, on est dans les locaux de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez peut-être que les transports en bus interurbains sont à 1,50 €. Donc je m'interroge, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire payer 1,50 € pour les transports? Est-ce que finalement ça coûte pas plus cher en frais d'administration, de gestion, etc. Bon, même si c'est assez ancien, peut-être qu'il y a 10 ans, quand c'était mis en place, ça paraissait innovant. Faut peut-être aller voir les services à l'étage pour proposer vos services, on les rendre gratuits. Et oui, et puis on s'aperçoit justement que, d'après ce que vous dites, c'est surtout dans les zones rurales qu'il y a la gratuité, les zones non rurales, enfin disons les villes moyennes qu'il y a cette gratuité des transports, qu'on la voit pas trop dans les zones rurales et dans les grandes métropoles. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Vanessa Delevoye? Oui, écoutez, oui, ça paraît peu, 1,50 €. Après, il y a plein de choses à regarder. Est-ce que ces bus sont remplis ou plutôt vides? Vous voyez, il y a des choses comme ça à regarder. Parce qu'il y a 1000 raisons pour faire la gratuité ou pour ne pas la faire. En fait, la gratuité des transports, nous, on n'est pas un lobby de la gratuité. Je milite pas pour que partout ce soit gratuit. Je pense que c'est vraiment une politique publique qui s'applique dans un certain contexte et pour répondre à certaines problématiques. Mais c'est pas indiqué partout et c'est vrai que souvent les journalistes aiment bien m'interroger sur ils m'interrogent pas tellement sur le rural, je vous avoue, mais plutôt sur Paris, ils aiment bien et ils me disent vous pensez que ce serait possible Paris? Et par provocation je dis bah oui, tout à fait. On y met 20 ans, on y met des milliards. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est pas là qu'on ferait la gratuité en premier. C'est peut-être pas le premier réseau auquel on peut penser en termes d'efficacité de politique publique. Voilà. Donc je ne sais pas. Pour examiner si cette politique publique de gratuité serait cohérente, il y a plein de petits segments à voir. Et peut-être ça pourrait être une bonne idée si on veut, par exemple, booster l'utilisation, si on veut qu'ils arrêtent de rouler à vide, parce que j'imagine que ça coûte cher. C'est aussi ça, le transport public, ça coûte cher. Et si c'est pas plein, la gratuité, ça peut être une piste, en tout cas, envisageable. Voilà. Et si on veut être un peu provoquant, est-ce qu'on peut vous demander si mettre en place la gratuité totale des transports partout en France, c'est souhaitable? Moi, j'en vois pas tellement l'intérêt, puisque... c'est pas comme ça qu'on réfléchit, puisque nous, on se bat pour que que la gratuité soit considérée comme une politique publique, c'est-à-dire qu'elle soit évaluée. Nous, on est vraiment sur un créneau d'accroissement des connaissances sur un sujet trop peu étudié à notre goût. Mais après, les effets de transport, qu'ils soient payants ou gratuits, ne sont pas étudiés. Sauf que nous, comme les transports sont gratuits, on nous demande des comptes qu'on ne demande pas au réseau payant, en termes d'efficacité. C'est juste ça qui se passe. Donc après... j'ai envie de dire, si tout d'un coup nos finances publiques allaient extrêmement bien, c'est quelque chose qu'on pourrait étudier. Après, là, de prime abord, étant plutôt dans un contexte de grande austérité qui s'annonce, j'ai envie de dire, faut être aussi rationnel et voir quelle est la politique la plus adéquate sur un territoire à un moment donné. La gratuité, elle correspond à une identité territoriale, à des besoins. Sur certains terrains, peut-être que c'est effectivement rendre les cantines gratuites plutôt que... Il y a 1000 choses à rendre non payantes. Et en fonction des buts, voilà. Moi, je suis pas une spécialiste de ces questions. La seule chose que je vois, c'est qu'une gratuité pour tous tout le temps, bah ouais, c'est génial. Pourquoi pas rêvons. Mais déjà l'étudier comme une possibilité terrain par terrain, ça serait bien.
C'est intéressant ce que vous dites, puisque vous avez dit que on vous demande tout le temps beaucoup plus de comptes à vous sur ce modèle qui semble alternatif qu'au modèle actuel. Et c'est ce que disait également Pascal Michard précédemment, qu'on demande surtout plus de comptes aux projets de solidarité et de mutualisation qu'aux autres projets. Oui. Donc c'est intéressant que C'est vous très vrai. rejoigniez. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations dans la salle? Oui, devant. Pas vraiment une question, plutôt un témoignage et on va rester sur le transport si vous le voulez bien. Je sais pas si vous connaissez une petite ville qui s'appelle Niort, qui est la capitale des mutuelles. Niort, pas New York, New York. Ah oui. Oui, Certains- la seule certains ville peuvent qui a fait confondre. la gratuité sans rajouter 1 euro. Oui, je connais Voilà, bien, tout à fait. forcément. Et ça simplement pour montrer qu'aussi, vous parlez simplement c'est beaucoup de financement public, mais dans ce cas-là, c'est aussi beaucoup de financement privé, des entreprises qui sont insérées dans leur territoire, qui font vivre leur territoire et qui aussi investissent dans leur territoire au travers du financement de ce genre de transport. Tout à fait, je suis pas Public, rentrée dans le détail, gratuit. mais les transports publics en France sont financés par le versement mobilité, qui est versé uniquement par les entreprises. Et la plupart du temps, quand un réseau devient gratuit, on nous demande, mais les entreprises, quelles sont leurs réactions? Et les entreprises sont plutôt contentes. Et elles participent parce que ça offre un moyen de transport à leurs salariés. Elles ne sont plus contraintes de payer les 50% voilà, c'est pas pour ça, hein. Non, mais je veux dire, j'explique un peu comment ça marche. Et elles y trouvent réellement leur compte dans le fait que leurs salariés ont les moyens d'aller travailler. Nous, on a affaire à des chefs d'entreprise très contents. Et là, ceux des futures usines sans parking, ils nous disent très très bien, OK, on est partant. Nous, ce qu'on vous demande en échange, grâce à nos impôts, vous faites un réseau de transport qui fonctionne bien, efficace. Voilà. Et c'est vrai que c'est du gagnant-gagnant dans cette optique-là. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame en bleu, s'il vous plaît. Merci pour tous ces témoignages sur les transports et l'alimentation. Moi, j'ai bien aimé votre récit sur comment la ville de Dunkerque, petit à petit, est venue à faire ses constats sur pourquoi c'est les gens qui en ont le plus besoin, qui prennent pas les transports en commun, et du coup, c'est ça qui a un petit peu décidé les choses. Par contre, j'ai été un tout petit peu fâchée sur votre exemple sur Dunkerque, sur le port. J'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec un projet de méga entrepôt sur les bords de Seine à Gennevilliers, avec lequel au soulèvement de la terre on essaye d'éviter que le maire de Gennevilliers vende le terrain à cette entreprise américaine qui vient s'implanter ici pour faire un Amazon même pas bis, un plus gros Amazon encore que ce qui existe en France. Et on devine bien les nombres de camions qui vont venir repartir de là. Et tout ça devant l'île Saint-Denis qui est Natura 2000 en plus, donc on n'est pas à un contraste près. Et du coup, je me demande jusqu'où cette mutualisation peut aller. À partir de quel moment faut se dire qu'on arrête d'aider à amener les salariés au port de Dunkerque, ou alors est-ce que parce que le maire de Gennevilliers, pareil, il dit ça va créer des emplois. Donc c'est pour ça que je facilite l'arrivée de ce méga entrepôt. Voilà. Mais jusqu'où on va et pourquoi on aiderait des entreprises privées qui sont en plus pollueuses, vous disiez pour beaucoup, pourquoi on les aiderait sur du transport gratuit qui va revenir au fonds public, à une politique publique. Et on sait faire des partenariats publics-privés sur des financements de certaines opérations. Pourquoi à minima, on ferait pas ça si on se dit que au moins ça conserve de l'emploi là? On peut réfléchir sur écologie, emploi, etc. Mais voilà, donc j'étais un tout petit peu plus... C'est très clair. En fait, c'est pas du tout le même cas que ce que vous évoquez. J'entends bien votre exemple, mais nous, c'est pas ça. En fait, on les a pas attirées en leur disant qu'on allait faire... voilà. Elles sont venues de toutes les façons, sauf qu'on doit les gérer. Et elles sont venues, les élus sont très très contents. Hein. Je dis pas que... c'est très bien. Enfin, ils jugent que c'est très bien. On était en déprise démographique, nous, jusqu'à présent. Donc, ça nous permet de faire revenir de l'emploi et des habitants jeunes, en fait. C'est surtout ça que voient les élus. Donc,
c'est plutôt répondre à un problème qui se pose par le fait qu'on remplit une zone industrielle. Hein, on est vraiment relié au port. Donc il y a des choses qui arrivent par camion, ça repart en camion, mais ça part beaucoup au port de Dunkerque. Donc voilà. Donc et puis il faut garder en tête que ce sont les entreprises qui payent le versement mobilité. Donc ne pas avoir du tout de transport public sur une telle zone, en prenant le prétexte que ce sont des horaires atypiques, c'est compliqué à tenir aussi comme position. Donc, moi, je trouve pas qu'on leur fasse une fleur particulière en faisant ça. En fait, on leur rétrocède une partie de leurs impôts de cette manière-là. Ils vont donner un versement mobilité, j'en ai pas encore les chiffres, mais qui va être incroyable et qui va couvrir plus que le service qui va... Enfin, ça aidera d'autres choses, voilà, pour faire un... Mais de toute façon, l'argent, il est affecté à des politiques de mobilité. Donc, il viendra abonder le budget du bus gratuit, par ailleurs, général. Donc, je vois pas tout à fait ça comme ça, parce que si on leur propose rien, ils avaient rien demandé, et eux, ils favorisent la voiture individuelle. En plus, ils produisent des batteries électriques pour des voitures, donc je peux vous dire qu'il y a un vrai bras de fer, hein, quand même, de pas faire venir la voiture électrique au pied des usines, c'est compliqué. C'est plutôt l'inverse, en fait. On leur aurait rien imposé, ils étaient contents. Voilà, c'est pas tout à fait le même cas. Après, j'entends votre idée de partenariat, etc. Mais les entreprises sont plutôt aidantes avec ce type de système. On est autour d'une table, on discute. C'est quelque chose qui se fait quand même en concertation. Ils estiment que c'est bien de pouvoir recruter des gens qui n'ont pas de voiture, qu'ils élargissent. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils élargissent leur possibilité de recrutement, notamment aux femmes qui possèdent moins de voitures que les hommes. Et les femmes, c'est vraiment l'espoir de l'industrie à Dunkerque, puisque c'est là qu'on a un taux d'emploi qui est bas, en fait, par rapport à la moyenne nationale des femmes. Donc, pour attirer les femmes, il faut proposer des services de bus. Donc, c'est pour ça qu'ils accueillent d'un œil bienveillant la proposition. Mais en réalité, si on les laissait faire, ils adoreraient avoir des grands parkings remplis de voitures électriques. C'est ça leur vrai rêve. C'est pas le réseau de bus du tout. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question. Merci, je m'appelle Rémi Gogel et je participe avec d'autres à un projet qui s'appelle Dijon Avenir, qui est une dynamique de liste citoyenne pour les élections de 2026 à Dijon, avec une perspective qui est d'envisager une transformation profonde du territoire et de nos façons d'y vivre, notamment pour faire face à la convergence de crises qui arrive et à l'ensemble des risques et des dommages associés à ces crises. Et depuis un moment, on identifie le risque alimentaire comme un risque très sérieux, alors qu'on envisage peut-être un peu différemment de vous comme un risque en termes de quantité d'approvisionnement, en fait, et en se disant que les ruptures de chaîne d'approvisionnement sont quelque chose qu'il faut réellement regarder de près et qui est pas du tout un risque négligeable. On est à Dijon, enfin sur le bassin de vie, on va dire, donc une centaine de communes autour, mais grosso modo c'est la métropole et quelques dizaines de milliers d'habitants en plus. On est sur un taux d'autonomie alimentaire de 8%, ce qui est très faible en réalité, et donc face à des chocs d'approvisionnement, on peut se retrouver en très grande difficulté. Et moi, ma question, on regarde le projet de sécurité sociale alimentaire depuis un moment. Ma question, c'est que je vois bien la dimension sociale et donc d'accès économique à la ressource alimentaire. J'entends moins dans le projet ce questionnement sur la sécurité simplement de l'approvisionnement en lui-même. Est-ce que c'est un point que vous abordez? C'est ma première question. Et l'autre question, c'est de savoir si, au fond, dans une perspective comme ça, un peu politique de transformation de la ville à terme, est-ce qu'il y a une espèce de recette miracle ou au moins de retour d'expérience un peu synthétisé, documenté, qui permettrait à des gens comme nous, à des listes citoyennes, de s'emparer du sujet sérieusement et de trouver les moyens de le porter avec les citoyens. Voilà. Bénédicte Bonzi. Oui, il y a plein de documentation. Donc, il y a une BD qui s'appelle Encore des patates. Vous pouvez la retrouver sur le site. Et il y a beaucoup de ressources aussi sur le site pour une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, on dit de l'alimentation et pas alimentaire. Et finalement, ça a son importance parce que on bascule très vite à dire on va faire de la sécurité sociale alimentaire et du coup on en arrive à la sécurité alimentaire et on va donner tant de calories
pour répondre aux personnes de manière rapide. Et le projet vise bien à transformer l'alimentation et va plus loin que ça. Donc évidemment, là, on peut pas, c'est rapide, je peux pas rentrer dans tous les détails du projet, mais cette idée, je l'ai dit, de réinstaller en masse, elle est au cœur du projet de sécurité sociale de l'alimentation. C'est que la SSA, la sécurité sociale, quand elle a été construite, il y a eu un budget incroyable pour construire toutes les infrastructures nécessaires au fait de soigner les gens. Les CHU sont aussi, on hérite aussi de ça à ce moment-là. Donc ce sont des choses importantes. Et de la même manière, on pense que le coût de la transition doit pas encore une fois porter sur les agriculteurs. On n'en a pas un de trop sur ce qu'on a. Et il faut qu'on en installe plein. Donc c'est pas à eux, de poursuivre sur des logiques d'endettement et où ils ne peuvent pas survivre en fait, en s'installant. Donc il y a en effet tout ça qui est réfléchi et qui est pensé. Après, le plus important dans ce qui est en train de se mettre en place, c'est que c'est pensé au niveau de chaque territoire. Il n'y a pas un copier-coller qui peut se faire d'une expérimentation sur l'autre. Et ça, c'est le piège. Il faut pas aller trop vite et c'est un petit peu ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à la proposition de loi d'expérimentation qui a été déposée. Super d'essayer d'avancer là-dessus, mais attention justement de pas vouloir généraliser les choses en allant beaucoup trop vite et en se disant on va nommer les gens d'en haut, parce que ce qui était très fort dans la sécurité sociale tout court et ce qui doit arriver dans une sécurité sociale de l'alimentation, c'est que ce sont les premiers intéressés qui décident et que ce sont les personnes intéressées qui gèrent la caisse. Et ça, c'est important. Quand on va récupérer les sous, que ce soit des subventions publiques ou que ce soit des financements privés, et plus les cotisations des personnes, et que on a la charge et la responsabilité collective de faire circuler cet argent et de le faire ruisseler, contrairement à beaucoup de politiques qui aujourd'hui sont mises en œuvre, c'est extrêmement fort et enthousiasmant pour les personnes de se rendre compte de ce qu'elles arrivent à faire. Et ça, faut aller l'expérimenter concrètement. Et du coup, il y a quand même pas mal de réponses dans le fait de reprendre en main cette idée très très simple, que le premier intéressé doit être celui qui décide et doit être celui qui va tenir les cordons de la bourse. Et ça, il faut vraiment pas, pour le coup, je pense que la bataille de la Sécu, elle est relancée au niveau de la sécurité de l'alimentation et qu'il faut surtout pas perdre sur ce point-là. Les caisses qui sont en train de naître, elles doivent garder leur autonomie au niveau de la participation des personnes et au niveau des cordons de la bourse. Donc voilà, sur le projet que vous devez mener, les lignes rouges. Et donc, il y a un socle commun que vous pouvez retrouver sur le collectif Sécurité sociale de l'alimentation. Merci beaucoup. Je vais donc clôturer cette table ronde. Merci à tous les intervenants et intervenantes pour la qualité de vos interventions. Et merci au public pour votre écoute et pour vos questions. Bonne journée.